Salut à tous et bienvenue sur Fight Minds. La question du jour, c'est quel est le niveau d'un champion KSW par rapport à l'international et en particulier à l'UFC. C'est vrai que c'est une question qui peut être posée et qui est intéressant. C'est un sujet qui est intéressant à aborder puisque il y a pas mal de nouveaux fans qui suivent pas le sport depuis longtemps, qui en fait ont aucune idée de comment situer un champion KSW par rapport au niveau de l'UFC. Pareil pour le Cage Warriors et d'autres promotions. C'est un peu compliqué de comprendre quand on débarque en MMA. Donc ce qu'il faut comprendre, après tout ce qui va être dit dans cette vidéo, ce n'est que mon opinion, ce n'est que mon avis à moi. Je peux évidemment me tromper, je suis très ouvert au débat. Et avant même de commencer, j'invite tout le monde à donner son avis en commentaire avant d'être influencé par le mien. Alors moi, de prime abord, ce que je dis tout le temps, c'est que la marque de fabrique de l'UFC, c'est qu'ils cherchent à avoir l'élite de l'élite du MMA. Leur objectif premier, enfin je vais pas dire premier, je vais dire leur objectif premier sportivement, parce que leur objectif premier c'est l'argent, on va pas se mentir. D'un point de vue sportif, ils veulent avoir les meilleurs combattants du monde. Alors clairement, si on commence à parler de top 20, ils n'ont pas le top 20 chez eux, de chaque catégorie de poids. Néanmoins, je dirais que on peut aisément dire que le top 3 de chaque catégorie de poids est à l'UFC, à quelques exceptions près. Évidemment, on a Francis Ngannou qui vient de partir, donc ça c'est clairement une exception. Il y a certaines divisions où il y a des très très gros combattants en dehors de l'UFC qui pourraient, en débarquant à l'UFC, directement titiller quelqu'un du top 3. Mais moi, je pars du principe que le champion UFC est clairement le meilleur de sa catégorie de poids, à de très 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 rares exceptions près. Pareil, le top 3 qui se trouve à l'UFC, je le vois mal se faire détrôner par un champion d'une autre promotion, même des promotions telles que le Bellator, le One ou le PFL. On pourrait évidemment toujours argumenter, hein, c'est jamais noir et blanc, le MMA tout est possible, mais a priori je mettrais toujours un combattant top 3 UFC favori contre n'importe qui d'autre, même le meilleur du Bellator. Donc, qu'en est-il du KSW? Où est-ce que ça se situe? Est-ce que le champion du KSW serait numéro 4 à l'UFC, plutôt numéro 10, plutôt numéro 15? C'est toujours très très difficile à dire, à juger, à exprimer, mais voici mon avis. Donc, pour moi, le meilleur indicateur, évidemment, c'est d'avoir des exemples. Le seul exemple récent dans une catégorie similaire à celle de Saladin, c'est Mateusz Gamrot. C'est très très rare, précédemment, d'avoir des combattants du KSW qui signent à l'UFC directement. On a eu Jan Blachowicz, mais non seulement ça remonte à il y a très longtemps, en plus de ça c'était en light heavyweight, donc c'est pas vraiment comparable, et Blachowicz a vraiment eu une carrière assez particulière dans son run. Il est devenu champion, mais clairement, quand il est passé du KSW à l'UFC, il n'avait pas du tout le niveau du top 10. Gamrot, ça c'est très intéressant par contre. Pourquoi? Il a signé à l'UFC quand il était à 17-0. Donc c'est, d'un point de vue expérience, d'un point de vue palmarès, c'est complètement comparable à ce que Saladin Parnasse a pour le moment. Il est, selon Tapology, à 17 victoires, une défaite. J'ai entendu, j'aurais dû aller vérifier avant de me promener, mais certains disent 18 victoires, une défaite. Là, ça revient au même. C'est grosso modo la même chose. Il y a des avions près de chez moi. Mateusz Gamrot était champion lightweight. Il était venu chercher la ceinture en featherweight à 4 combats avant de passer à l'UFC, quelque chose comme ça. Et son dernier combat au KSW, c'était contre Marianne. Donc très très comparable. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gamrot? Il est arrivé à l'UFC, on lui a mis quelqu'un, qui est Guram. Bon, c'est un gros morceau. Malheureusement, Guram n'était pas du tout dans le top 15 à ce moment-là, mais clairement, il a le niveau top 15. Ça a été un combat très controversé, très serré, décision partagée. Gamrot a perdu. Après ça, Gamrot a fait une claire ascension. Il a prouvé qu'il avait un bon niveau top 15, vraiment. Il a continué à progresser, évidemment. Donc aujourd'hui, on va le situer entre la 6e et la 10e position du classement UFC. On a vu qu'il avait quelques limitations quand il rencontrait quelqu'un comme Beneil Dariush, top 3 de la division. On a vu qu'il était trop fort pour ceux qui sont en dehors du top 15 dans son ascension.
Et puis là, ce qu'on voit, c'est que il tient tête à d'autres personnes qui ont le potentiel d'être top 10, mais qui sont également des noms montants. C'est ça qui est difficile de comparer. Quand tu rencontres un Tsarukyan ou un Jalin Turner, ce sont pas des mecs qui sont là depuis si longtemps que ça. Donc c'est difficile de jauger, mais clairement, Tsarukyan, c'est un top 10, et Jalin Turner, c'est un top 15 aisément, et facilement quelqu'un qu'on peut facilement voir plus tard dans le top 10 UFC. Donc aujourd'hui, Mateusz Gamrot, c'est indiscutable, niveau top 10 UFC. Est-ce qu'il avait ce niveau top 10 UFC dès qu'il y est rentré? Je dirais que non. S'il avait fait ses débuts à l'UFC contre quelqu'un du top 10, il aurait eu beaucoup plus de mal que contre Gouram, et ça aurait peut-être cassé sa hype. D'ailleurs, voilà, quand il est rentré à l'UFC, il a eu beaucoup de hype, évidemment, invaincu, double champion KSW, un des rares gars à transiter du KSW vers l'UFC, donc tout le monde était content. Et sa hype a été quelque peu cassée par sa défaite contre Gouram. Elle était controversée, donc ça a fait le buzz. Mais voilà, il a dû un peu se reconstruire avec plusieurs victoires d'affilée, là, son KO contre Holtman, sa super soumission contre Jeremy Stephens. Et puis là, sa hype était remontée. Et c'est pour ça que moi, j'ai un peu ce truc. J'ai surkiffé le documentaire de RMC sur Saladin Parnasse. J'ai adoré, vraiment. Mais il y a quand même un truc qui m'a un peu dérangé dans ce podcast. Moi, j'aime beaucoup quand même l'objectivité, le réalisme. Et voilà, venant de son coin, je trouve ça bien d'avoir une certaine confiance. Mais voilà, la partie que j'ai bien aimée, voilà, c'est notamment qu'on parle de l'UFC dans le documentaire, parce que je sais que Saladin au début, il était un peu réticent à avoir ce genre de conversation, parce que j'imagine bien qu'on lui casse la tête avec ça, qu'on lui dit, on n'arrête pas de lui dire mec, c'est quand que tu vas à l'UFC, c'est quand que tu vas à l'UFC, et c'est clair que ceux qui ont un attrait sur le côté uniquement sportif se disent bon on aimerait le voir se challenger, et c'est pas insultant pour lui, hein, justement. On a envie de voir ce que ça donne à l'UFC, parce que c'est là où on peut vraiment comparer son niveau au top mondial, comme on l'entend, et avec des vrais data. Mais je peux concevoir aussi qu'à la place de Saladin, l'entendre tous les jours, ça doit être saoulant, surtout que il n'y a pas que ça qui compte dans tes décisions, et clairement l'aspect financier, l'aspect moi pour avoir fait le KSW en tant que coach, t'es super bien, franchement t'es super bien, c'est bien organisé, les athlètes sont ultra respectés, c'est chouette d'y être, donc je peux totalement comprendre que quelqu'un veuille rester au KSW. Et pour preuve, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, il y a tellement peu d'athlètes qui ont fait le pas KSW, UFC. Il y a une vraie raison derrière. Et la raison, elle n'est pas uniquement financière. Elle est financière, entre autres. Mais c'est aussi le fait que ils sont très respectueux, les organisateurs, par rapport aux combattants. Donc, tout ça pour revenir à ce sujet de ce petit truc qui m'a dérangé pendant la vidéo, pendant le documentaire, c'est que on parlait de l'hypothèse que Saladin, s'il gagne, il faut qu'il signe à l'UFC. Ça, j'ai bien aimé. Et après, on parlait directement de l'affronter contre Volkanovski. On le voit gagner contre lui, Holloway, Dustin Poirier. Là, moi personnellement, je suis désolé, mais je peux vous garantir que si Saladin gagne et qu'on le fait combattre en septembre ou en octobre contre Volkanovski, totalement hypothétique, hein, ça n'arrivera pas. Je peux vous garantir que les cotes de Paris, Volkanovski sera à moins 500, voire même encore plus favori que ça. Et ça, c'est pas une insulte envers Saladin, pas du tout. Mais c'est un énorme step-up en compétition. On parle quand même de Volkanovski. Et on l'a vu, il y a jamais des mecs, ou très rarement, en tout cas dans l'ère récente, ça arrive quasi jamais que quelqu'un passe d'une autre promotion de l'UFC à l'UFC et vienne ennuyer quelqu'un qui est vraiment ancré dans le top 5, dans le top 3, ou même le champion. C'est quasi inconcevable. Donc voilà, moi, mon opinion, c'est que un champion du KSW, dans ces catégories-là, que ce soit Marianne ou Saladin en featherweight, peut-être samedi, et c'est ce qu'on espère en lightweight, pour moi, ces gars-là, ils ont un niveau de l'entrée du top 15. Ils sont, selon la division, je dirais, je les mettrais bien en 13, tu vois, je les vois être compétitifs contre le numéro 13 de la division. Et s'il fallait établir des cotes de Paris, serait assez équilibré. Si tu le mets, et encore une fois, c'est pas contre Saladin, hein, je sais qu'on est sur Internet et que les gens vont vouloir me tuer quand je dis ça, mais pour moi, c'est ma réalité. Encore une fois, c'est mon opinion. Si tu mets Saladin contre un top 10
genre Evloev, Ilia Topuria, des mecs comme ça, il sera pas favori. Hein. Il sera pas favori et ce sera même l'autre qui sera favori modéré, voire gros favori. Au même titre que Marianne. Hein. Marianne, tu vas aller le foutre contre un top 10 lightweight, il va pas être favori. Donc ça n'a rien à voir avec de qui je parle, c'est juste ma réalité. Et je dis pas, encore une fois, dans le MMA, tout est possible. Je pense que Saladin pourrait arriver à l'UFC et battre un top 10, mais il serait pas favori. C'est juste ça. Donc moi, personnellement, quand j'entends dire ouais, il faut que l'UFC vienne avec une belle offre, nous propose un beau nom. Alors sur l'offre, totalement d'accord. Je sais pas combien il gagne au KSW, mais clairement, s'il signe à l'UFC et que l'UFC lui propose un 20-20 ou même en 30-30, c'est absolument ridicule. Hein. Je crois qu'un Saladin qui arrive à l'UFC, selon moi, il mériterait directement quelque chose à 6 chiffres. À voir si l'UFC est capable de mettre ça sur la table, mais il le mériterait, clairement. Par contre, il y a une certaine hype à garder. Ça, c'est important. Saladin est très jeune, donc non seulement il y a une hype à garder, mais il faut savoir le conserver aussi. Et donc, je suis pas son manager, hein, mais en tant que manager, si je devais le signer à l'UFC avec une belle offre, évidemment financière, parce que ça c'est le nerf de la guerre, on va pas se mentir. Mais si j'avais un peu le choix sur les débuts, bon, il faudrait déjà choisir la catégorie de poids. Mais moi, je construirais la hype. J'irais chercher un combat contre quelqu'un juste en dehors du top 15 pour prouver qu'il est largement au-dessus de quelqu'un en dehors du top 15 pour pouvoir effrayer et construire un gros deuxième combat à l'UFC. Pas un premier, mais un gros deuxième combat à l'UFC. Après, j'aurais rien contre de le voir contre quelqu'un qui est vraiment en bas du top 15. Genre, si c'est en featherweight, on pourrait imaginer contre Barboza. On pourrait l'imaginer contre Sodiq Youssouf. D'ailleurs, je dis deux noms, là, ce serait des super beaux combats, ça, sur papier. Sur papier, je pense que ce serait relativement équilibré. Les codes de Paris, j'ai du mal à dire qui serait favori, mais ce serait très très proche selon moi. Ou alors tu vas chercher un gars qui est à l'entrée du top 15, quoi. Par exemple, il y a un super combat là qui va arriver, Nathaniel Wood contre André Fili. Tu prends le vainqueur, tu vois, il y a une name value. C'est un super beau combat sur papier, ça va exciter les fans, de dingue d'ailleurs, ça va donner une belle visibilité. En cas de victoire, tu t'installes dans le top 15 et tu viens chercher le top 15 avec déjà une hype construite à l'UFC. Parce que le problème, c'est aussi que c'est une majorité de fans américains. Les fans américains, ils connaissent pas le KSW, pas très bien. Donc, pour moi, tu dois d'abord te faire un bon premier combat, une belle première victoire à l'UFC, et puis tu vas chercher un plus gros nom, un plus gros challenge sportif. Jack Shore aussi serait une option, hein. En featherweight, ce serait vraiment pas mal ça comme combat pour se tester. Finalement, un point qui est aussi intéressant à souligner, c'est voilà, là, il va prendre la ceinture en lightweight potentiellement ce samedi. Est-ce qu'il est meilleur en lightweight ou en featherweight? Ce sera une question à se poser si dans l'optique où il va à l'UFC. Encore une fois, hein, je prends des pincettes. Hein, s'il veut rester au KSW et défendre un de ces deux titres ou les deux titres, grand bien lui fasse. Il y a encore beaucoup de challenges. Encore une fois, ce sera pas les challenges qu'il peut avoir à l'UFC sur le plan sportif. Mais si le KSW le paye mieux, qu'il est bien là-bas, pourquoi bouger? On espère évidemment de tout cœur qu'il ira à l'UFC un jour. Si c'est en lightweight, là aussi, Dan Hooker, si on veut chercher dans le top 15, quelqu'un de prenable, grosse name value, ce sera un très beau combat sur papier d'un point de vue style et stratégie. Sinon, on pourrait, en dehors du top 15, aller chercher, je sais pas, le vainqueur entre Diakiez et Joel Alvarez, qui vont combattre bientôt l'un contre l'autre. Ce serait aussi un très beau combat comme l'un comme pour l'autre. Un très bon test. Et voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Je pense que un champion du KSW aujourd'hui, dans les divisions en vogue en tout cas, hein, sur featherweight, lightweight, bantamweight, welterweight, ça a un niveau d'entrée top 15 UFC à l'instant T. Il y a toujours une question de potentiel, d'amélioration continue, de développement, de progression qui rentre en ligne de compte. Mais voilà, clairement, un Marianne, un Saladin qui débarquent à l'UFC pour leur prochain combat, genre en septembre, pour moi, ils sont ultra favoris contre les gens en dehors du top 25. Ça c'est, voilà, en dehors du top 25 UFC, je les mets ultra favoris. Tout ce qui est entre 15 et 25, ça commence à se réguler, ça commence à devenir serré. Je les mettrais quand même léger favoris contre ceux en dehors du top 20.
Je mettrais des cotes assez équilibrées sur tout ce qui est entre 13 et 18. Je dirais, voilà, 13e du classement contender, 18e du classement contender. Ce serait des cotes serrées. Et au-dessus du 12e, je commencerai progressivement à mettre le gars de l'UFC favori. Donc ça, c'est comme ça que moi, j'estime le niveau du KSW. Donc je suis évidemment contre tous ceux qui disent ah, t'as affronté que des plombiers et tout. Non les gars, le niveau KSW. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le niveau à l'UFC, il est devenu incroyable. Il est devenu maladissime. C'est du tout haut niveau. C'est vraiment quasi, enfin, je vais pas dire incomparable, mais c'est énorme. Et des compétitions comme KSW, Cage Warriors, Brave même, ACA, c'est énorme. Tu vas prendre les champions là, c'est du gros niveau. Et pour être champion et rester champion là, c'est du gros niveau. Tu n'affrontes pas des peintres, tu n'affrontes pas des plombiers, ça c'est dans les plus petites promotions. Tu pourrais affronter, tu pourrais signer au KSW, affronter en plombier sur ton premier, sur ton deuxième combat. Et encore, c'est un tout gros manque de respect de dire plombier, ça reste des mecs bien entraînés, ça reste des mecs préparés, ça reste des mecs qui ont été repérés par ce genre de promotion. Ce genre de promotion, ils sont pas là pour rigoler, vous voyez, KSW, ils cherchent à remplir un stade, là, 60 000 personnes, c'est l'objectif. Tu fais pas ça avec des mauvais combats. Donc c'est un énorme manque de respect de dire il a affronté des brels et tout ça. Clairement, la réalité, c'est qu'il n'a pas affronté des gars du niveau du top 15 UFC. Et encore, Daniel Torres, on serait potentiellement sur un niveau top 20 UFC, je dirais. Mais voilà, il faut mettre certaines réalités. Bon, la vidéo commence à être longue, je pense que mon message est assez bien passé. Saladin n'affronte pas des plombiers, il est très bon. Mais pour moi, il n'a pas encore le niveau dans le top 3 UFC. S'il doit signer, il faut le construire à l'entrée du top 15. Peut-être quelqu'un entre 11 et 15. Idéalement, quelqu'un qui est vraiment à la frontière du 15 et qui, en cas de victoire, te fait apparaître dans cette position 15 ou en tout cas te permet de challenger quelqu'un qui est entre 11 et 15 sur le deuxième combat. Allez, ciao.